Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de lutte anticolonialiste, nous parlons du lycée Schellcher, nous parlons de l'OJAM, nous parlons de la Martinique aux Martiniquais, de patrimoine, d'histoire et d'éducation. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 139, c'est parti. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 femme. Avec moi sur ce plateau, deux femmes, comme d'habitude. Il y a Josiane Aliker à ma gauche. Comment ça va, Josiane? Ça va. Ça va? Ça va, bien que je sois en soins. Oui. Parce qu'il y a eu un an, j'ai fait un AVC. Oui. Et donc, je suis encore en soins. Mais c'est pas... Ça va, quoi. En tout cas, merci de nous faire l'amitié de venir partager ton histoire, ton savoir, ton parcours de femme martiniquaise. Merci d'être là, Josiane. Et puis, il y a aussi une dame aussi en face qui s'intéresse à l'histoire. Arlette Pujard, comment ça va, hein? Très bien, très bien. Ça va bien? Très bien. Arlette est venue nous parler d'histoire, mais Arlette est intéressée par l'histoire. Elle va nous parler plus spécifiquement aujourd'hui de lycée Schellcher, mémoire fraternelle. Mémoire fraternelle, lycée Schellcher. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames? Josiane. Je suis Josiane Aliker, née Saint-Louis-Augustin. Mes parents, il y en a une qui est d'origine martiniquaise, L'autre a vécu en Guyane, mon père. Donc, je suis mariée à M. Georges Aliker. Oui. J'ai eu 2 enfants, malheureusement, j'ai perdu ma fille. Oui, Myriam. Et Myriam. J'ai un fils Mehdi, qui est là et qui m'est d'un grand soutien. J'ai 2 petites filles qui sont extraordinaires. Oui. Donc, en fait, de ce côté-là, tout va bien. Je peux me sentir heureuse. Et alors, tu as fait quoi comme... Donc, tu as la retraite. Tu as fait quoi comme métier? Alors, je réfléchissais comme ça. J'ai, comme les chats, plusieurs vies. Combien? 7 au moins? Au moins. Oui. J'ai mon enfance. Oui. J'ai connu la Martinique comme personne de votre génération ne l'a connue. Et je me faisais des illusions sur ce qu'on appelle, ce qu'on appelait la mère patrie, la France. Ensuite, quand j'ai eu mes bacs, alors j'ai fait toutes mes classes au couvent de Saint-Joseph de Cluny, depuis la 12e jusqu'à la terminale. Okay. Ensuite, je suis partie à Angers, dans le Maine-et-Loire, où je me suis inscrite à l'école de médecine. Évidemment, ce sont des expériences qu'on n'oublie pas. Ensuite, de moi-même, c'est pour ça que je parle des femmes, sans en parler à mes parents tout de suite, alors que je n'étais pas majeure, j'ai décidé de partir à Paris. Et je me suis inscrite à l'école de médecine de Paris. Et puis voilà, m'ont rattrapé, je dis m'ont rattrapé, la guerre d'Algérie, que j'ai vécue physiquement. Ensuite, donc tout ce qui va avec. Et puis, vraiment, c'est une histoire assez complexe parce que j'ai fait médecine, j'ai été assez loin. C'est pas comme maintenant les études de médecine. Donc, j'ai vu des choses que je ne pensais pas voir. Je ne me suis pas présentée aux épreuves écrites de la 3e année, il y en avait 6, parce que j'étais très malade, j'avais la fièvre et je ne voyais rien. Malheureusement, quand on avait raté une matière, il fallait recommencer tout. Alors c'était assez complexe parce que j'avais tous les stages validés de 3e année, c'est-à-dire tous les stages médicaux, puisqu'on commençait les stages très tôt, et je n'avais pas l'écrit. Et donc, après, on m'a proposé de redoubler. Mais malheureusement, en redoublant, on m'a demandé de remettre ma chambre à Jean-Zé d'Antony. D'accord. Ça veut dire qu'il fallait chercher quelque part pour dormir. Heureusement, j'ai rencontré la tante de celui qui allait devenir mon mari, Cécile Aliker, qui m'a hébergée. C'est pour ça que dans ma fiche signalétique,
de la police, on a manqué que j'étais une sympathisante communiste, D'accord. puisqu'elle faisait du communisme. Et toi, tu as milité aussi? Oui, mais pas, non, mais le hasard a voulu Oui, qu'elle oui. soit communiste, ainsi que sa fille et son beau-fils. Donc, Et- on m'a inscrite comme communiste. Et au niveau universitaire, donc tu n'as pas fait médecine et donc tu es devenue assistante sociale, il me semble, non? Non. Tu n'as pas été assistante sociale? Non, pas du tout. Alors, Ah bon, non, ok, non, ben, non, je non, pensais non, ça. non. Ah, J'ai désolée. demandé parce que j'ai demandé à la faculté de médecine de m'envoyer à l'école de médecine, à l'université de médecine d'Alger, parce qu'il y avait des accords entre les deux pays. D'accord. C'était déjà l'indépendance, mais la France était encore D'accord. là. Donc on avait préparé nos affaires, parce qu'en fait, Georges, excusez-moi, Ton c'est époux? celui qui allait, Oui. qui allait devenir mon époux. Oui. Il avait fait un stage à Colombicha en Algérie. Donc on était en pays connu. D'accord. On avait pratiquement préparé nos affaires quand j'ai reçu un courrier de la faculté de Paris m'interdisant d'y aller. D'accord. Bon, donc à ce moment-là, j'ai cherché du travail, quoi. Et tu as travaillé? Oui, j'ai travaillé. Alors j'avais plusieurs emplois. C'est vraiment quand j'entends les gens aujourd'hui qui disent avec eux qu'ils ne trouvent pas de travail, ça j'ouvre de grands yeux. Parce que quand j'ai envoyé les documents, j'ai envoyé à l'assistance publique de Paris, qui tout de suite m'a répondu qu'avec tous les diplômes, parce que je voulais repasser le concours d'infirmière diplômée d'État, on m'a répondu, mais non, vous êtes d'emblée infirmière, avec tout ce que vous avez, vous êtes d'emblée. Ensuite, j'ai reçu un courrier d'une grande boîte qui s'occupait de la vieillesse, mais la vieillesse, comment on appelle ça, le côté médical. Donc tu as travaillé, parce que je veux donner la parole à Arlette, Josiane, s'il te plaît. Oui. Tu as travaillé, donc tu as commencé à travailler. Oui. Voilà, Oui, tu as travaillé. Oui. Ok, je vais te redonner la parole tout à l'heure. On va parler notamment de ton engagement politique. Arlette, on te connaît, tu es déjà venue sur le plateau, mais redis-nous, toi tu as une double casquette. Voilà, présente-toi à Josiane. Voilà, donc je suis fonctionnaire territorial. Oui. Alors, rien de particulier. Hein. Ah, mais si, tu es directrice du territorial. CNFPT. Et je dirige donc depuis 2010 le Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà. C'est une structure qui forme les agents territoriaux, tout simplement. Voilà. Et Tous puis les tu champs des écris. politiques publiques. Et parallèlement, j'ai une autre casquette donc de romancière. Parce que j'ai commencé en 2015 par un premier roman Vinivant, sur les boutiques en temps longtemps, en Martinique. Ma grand-mère ayant une boutique au Terre-Saint-Ville. Donc voilà, l'idée m'est venue d'écrire. Et puis un deuxième roman, Suzanne, une trajectoire de vie. C'est une ancienne pensionnaire de Maventura qui a connu l'asile des vieillards, mais également l'ouvroir. L'ouvroir, c'est donc l'orphelinat où se trouve la mairie de Fort-de-France aujourd'hui. Voilà. Ah, oui. Voilà. Et ce troisième roman, donc Lycée Seul Cher, que je viens de sortir, et qui est toujours dans la transmission, qui me permet donc de retracer l'histoire du lycée à travers les témoignages des anciens élèves, anciens professeurs également. Et ce n'est pas un livre d'histoire classique, je dirais, c'est l'histoire sociale. C'est-à-dire à travers ce livre, on voit aussi l'évolution de la situation de la Martinique à travers le temps. Et alors, Josiane va nous indiquer dans quelle mesure et comment elle était impliquée dans cette affaire de l'OJAM, qui a connu la Martinique dans les années 60. Et donc, ce bouillonnement, donc elle a parlé de la guerre d'Algérie. Est-ce que dans tes recherches, alors, on a oublié de dire que tu faisais du théâtre aussi. Ah, Maintenant, elle est comédienne, elle est actrice, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tu as évolué notamment dans une pièce récemment de Olivier Jean-Marie. Que demande le peuple? Voilà, mais pas que. Qu'est-ce que tu as joué quoi déjà? J'ai joué 1902, Saint-Pierre. J'ai joué également Livre aux sœurs de Mériba, de Francine Narès. Et puis pour 2 francs, de Francine Narès également. Est-ce que, donc je reviens à ma petite question de tout à l'heure, est-ce que dans le lycée Schellcher, donc mémoire fraternelle, on évoque ce moment de l'OJAM qui reste vraiment important et fondateur pour l'histoire de la Martinique? Oui, on évoque, parce qu'il était beau à en parler. Et j'ai eu l'occasion de parler également de la guerre d'Algérie, avec justement Édouard Jean-Élie, parce qu'il est présent dans le livre. Et il a vécu donc en Algérie aussi. Et plusieurs grands témoins comme Rodolphe Alexandre, Rodolphe Désiré, pardon. Rodolphe Désiré, ancien maire du Marais et ancien sénateur. Voilà, on en a parlé également. Mais alors, raconte-nous, donc, Josiane, donc, tu nous racontes, donc, tu as fait tes études, etc.
toi, tu fais partie de ces jeunes Martiniquais. Petite bourgeoise. Petite bourgeoise. Petite bourgeoise. C'est quoi? Alors, ça, c'est très connoté. Tu as parlé d'Édouard Jean, c'est très connoté. GRS, extrême gauche, petite bourgeoise. C'est quoi, petite bourgeoise? Petite bourgeoise, c'est que j'ai été élevée par mes parents. Vraiment, la belle vie, quoi. Je ne savais, je ne l'imaginais pas. Vraiment, je ne peux pas dire que mon enfance ait été malheureuse. Oui. Il n'a pas souffert de la faim, par exemple. Pas du tout. Oui. Oui, pourtant. Ah bon? Oui, pourtant. Parce que, bon, c'est trop long à en parler, parce qu'on ne nous disait rien, mais à un moment, mon père a eu les grandes maladies qu'on ne connaît plus maintenant, la tuberculose. J'ai perdu ma cousine Germaine, j'ai perdu une autre cousine Monéorville qui a eu la typhoïde, donc j'ai perdu beaucoup de gens. On a vécu tout ça, mais enfin, moi, je croyais que le lendemain, on allait me trouver morte dans ma chambre. Mais on a vécu tout ça. Mais je ne voyais pas la vie. J'étais au couvent, petite fille privilégiée qui travaillait. Tu avais la belle vie. Alors, je dis souvent... Attention à ta main, attention au micro, merci. Oui. Je n'ai pas eu de problème particulier avec les descendants, enfin, les enfants béquets. Oui. À l'intérieur, il faut le dire, à l'intérieur du couvent, comme je travaillais relativement bien, quoi, hein, je m'entendais très bien avec tout le monde, je les connais. Tous les noms me sont familiers, tous. Je ne vois pas un qu'on nomme, mais que je... Mais, à partir du moment où le chauffeur venait les chercher, on n'existait plus. Parce qu'on était très, très peu nombreuses au couvent. Voilà, c'est tout. Donc, quand je suis arrivée en France, mon père, parce qu'à l'époque, on ne voulait pas que les jeunes femmes, les jeunes filles, il n'y avait pas de contraception, je rappelle ça. On ne voulait pas qu'on arrête nos études parce qu'on était enceinte. Josiane, comment tu as été, toi, impliquée dans l'OJAM? J'y faisais allusion au début. Comment tu t'es retrouvée impliquée donc, au titre que les autres jeunes qui ont été emprisonnés et jugés, les 18 militants de l'OJAM? Il y a eu deux groupes. Comment tu t'es retrouvée impliquée dans cette histoire donc, qui a intéressé la Martinique, on le disait, en décembre 62? Alors, je réponds. Comme secrétaire général de l'AGEM, Association générale des étudiants martiniquais. Deuxièmement, comme secrétaire général de l'OJAM. Parce que l'OJAM, c'est quoi? L'OJAM, c'est des jeunes comme toi. Vous venez ici en vacances en décembre, c'est ça? Et puis, à la veille de Noël, le 23 et le 24 décembre, la Martinique se retrouve avec des affiches « La Martinique aux Martiniquais ». Et toi, tu as été partie prenante de cela. Oui. Raconte-nous dans quelles circonstances. Et voilà. On avait un journal qui s'appelait Matouba. Donc, même si on était en France, on traitait tous les problèmes. C'est ce que je retrouve d'ailleurs maintenant. Hein? Voilà. Et on savait que ça... Et puis, on avait fréquenté Enfin, moi, j'ai fréquenté, sans le savoir, des gens du FLN. Sans le savoir? Hommes, sans le savoir. Ah oui. Et ils ne parlaient pas. Et puis, nous, entre nous, nous parlions pas en compte de la situation. Au fur et à mesure, on voyait qu'on n'était pas si loin des autres pays qui avaient été colonisés. Voilà. Oui, parce que c'était ça. L'époque, c'est ça. L'époque, ce sont les indépendances africaines. Vous vivez la Martinique de l'extérieur. Vous êtes étudiant à Angers, à Paris. Et vous avez une vision de ce qui se passe en Martinique? Non, parce qu'il n'y avait pas, Alors, il y avait pas les moyens de... Moi, je ne savais rien. En 59, je n'ai jamais su que ça s'était passé à Fort-de-France. C'est pas vrai. Non, mais il n'y avait pas de moyens. Oui, hein. oui, oui. J'étais à Angers. On ne savait même pas où était la Martinique. Hein. Et c'est en arrivant à Paris, et au moment où j'ai fréquenté les étudiants guadeloupéens, guyanais, enfin tous les étudiants français, que j'ai su qu'il y avait des problèmes. Mais pourquoi quand vous arrivez, donc vous êtes en vacances à ce moment-là, en 62, vous êtes en vacances pour les vacances de Noël, c'est ça? Non, je n'étais pas en vacances. Je ne suis pas rentrée. On n'entrait pas tout le temps comme ça. D'accord. Non. Tu étais en Martinique en 62 ou pas? Oui. Oui, d'accord. D'ailleurs, j'étais sous le coup de deux inculpations, une sur la sûreté de l'État et une pour comment ils appellent ça, le territoire, j'ai oublié le terme. Oui, c'est mise en... Oui. Et pour la première, j'étais inquiète, mes parents aussi, parce que je ne pouvais pas quitter la Martinique. Atteinte à l'intégrité du territoire. Voilà, c'est ce que je cherchais, atteinte à l'intégrité du territoire. Donc j'étais sous deux... Et je craignais de ne pouvoir regagner l'université, donc de ne pas pouvoir continuer mes études. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter, donc, ce décembre 62, tu te trouves où, à ce moment-là, quand il y a eu
Ah, je n'étais pas ici. D'accord. Non, pas Et ici. comment tu te retrouves, toi, impliquée de l'autre côté? Parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'à partir du moment, en fait, tu as commencé à fréquenter notamment celui qui allait devenir ton époux, on t'a étiqueté, étiqueté comme communiste. Oui. Et tu étais militante, tu étais devenue militante. Ben, j'étais militante. Une fois que j'ai fréquenté les étudiants, mais de tous bords, hein, les étudiants, disons, pas tous les étudiants martiniquais, hein, tout le monde ne suivait pas le même chemin. Mais une fois que j'ai fréquenté les étudiants, je discutais de tout. Du monde, en fait. On discutait du monde parce qu'on avait des étudiants de tous bords. Voilà. Donc, je me suis impliquée, je me suis inscrite à la GEM. Oui. Et au moment, il y a eu un vote parce que c'était démocratique. On a demandé qui pouvait prendre la place de secrétaire général. Quelqu'un m'a nommé, je ne m'étais pas présentée, on m'a dit que ce sera toi. Bon, voilà. D'accord. Mais quel est le lien entre la GEM et l'OJAM? Ce n'est pas tous les étudiants de la GEM qui étaient dans l'OJAM. Précisément. Non. Et puis, il y avait des OJAMistes en Martinique. Oui. Voilà. Et toi, tu l'es devenue membre de l'OJAM? Oui, j'étais membre de l'OJAM. D'accord, on va y revenir. Oui, parce que c'est comme je veux être très brève, c'est Non, compliqué. non, mais vas-y. Non. De toute façon, c'est la GEM qui m'a emmenée à l'OJAM. D'accord. Alors, ceci dit, c'était une période juste très, très difficile et compliquée pour moi, parce que mes parents étaient contre tout. C'est-à-dire que j'ai dû lutter contre mes parents également. Alors, donc ça, c'est, comme on dit, parcours de vie. Mais j'insiste, excuse-moi d'insister, sur le mot d'ordre, la Martinique aux Martiniquais, qui était le vote, donc, et notamment celui de l'OJAM. Tu disais que tu as une éducation petite bourgeoise. Tu as fréquenté en France donc, des gens qui étaient, par exemple, du FLN sans le savoir. Donc, il y avait ce moment historique, effectivement, des indépendances. À quel moment, pour toi, ça devient évident de dire ça, la Martinique aux Martiniquais? Parce que je me rendais compte qu'on vivait dans un pays qu'on ne connaissait pas, hein, je parle de la Martinique, hein, qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait jamais pensé qu'un jour, madame est historienne, qu'on avait été colonisé. Voilà. Donc j'ai appris un tas de choses. D'accord. Un tas de choses et ça m'est tombé sur le visage. Voilà, parce que tu avais cette éducation petite bourgeoise. Mais non, tu parlais française, quoi. Oui, française, oui. petite bourgeoise en plus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, j'apprends beaucoup de choses parce que moi, pareil, je n'ai pas l'OJAM. La GEM, je ne connaissais pas bien. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, et notamment dans le Grand Témoin de France Antilles. Ah oui. Il y avait un spécial sur l'OJAM. J'ai vu le film aussi. Voilà. De Camille Mauduet. Voilà. Ok. Mais bon, j'ai vécu dans l'Hexagone, donc c'est un peu normal que je n'ai pas eu connaissance de cette histoire. Ok, je vous propose qu'on fasse un stop focus. Voilà, dans Focus, on va parler d'autre chose. Quoique, tout à l'heure, tu as abordé une question, je pense qu'on va en reparler là. Je voulais revenir avec vous. Il faut savoir que quand on enregistre aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc, on revient sur ce moment historique, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Extrait, on regarde cette vidéo. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Voilà. Donc désormais, donc, la Constitution garantit aux femmes donc, la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Mesdames, comment vous avez accueilli cette nouvelle, Arlette? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on arrive à cette décision. 70 personnes qui ont voté contre, j'aurais bien aimé les entendre et connaître leur motivation, surtout. Qu'est-ce que tu en penses, Josiane? Dans ce genre de questions,
j'aurais dit oui dans certains cas. Et comme j'ai vécu justement les fameuses aiguilles à tricoter, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu une jeune femme mourir. Donc c'est des choses que je n'ai pas admis du tout, de mourir par comment on appelle ça, les femmes qui faisaient ces hein? Et pour vraiment le fait, je pense que ma formation médicale ne me pousse pas à voter inconditionnellement pour. Pour l'inscription à l'IVG? Pour se faire avorter. Je pense à cet instant à mes deux petites filles qui sont très jeunes et qui peut-être ne comprennent pas mon point de vue. D'accord. Mais je pense qu'il faut avoir un point de vue. Je sais que je ne vais pas plaire à certaines personnes, mais c'est ton point de vue. Mais c'est un vécu, je pense, et puis pour avoir étudié l'être humain, toutes sortes de choses médicales, du point de vue médical, dans certains cas, je n'aurais pas hésité une seconde. Si je me fais violer dans la rue, pas une demi-seconde. Si mon père ou mon frère me met enceinte, mais pas même un centième de seconde. Mais il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas. En revanche, ce qui est en jeu là, et à mon avis, la France garantit ce droit aux femmes, parce que dans certains pays, ce droit est bafoué désormais, y compris notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est plus garanti. En France, mais j'entends. Non, je vous ai donné mon point de vue. Je vous ai donné mon point de vue. Je sais qu'il ne passe pas, mais comme je dis en discutant avec des gens, on est bien dans sa personnalité quand on dit vraiment ce qu'on pense et pas pour faire plaisir. Mais tu n'es pas là pour dire ce que les autres veulent entendre. Et alors, l'autre dans Focus, je voulais aussi vous parler, vous montrer un visage, en fait. On va regarder cette image. Elle s'appelle, Yulia Navalnaya. Donc, c'est l'épouse d'Alexei Navalny, qui est mort dans les prisons, dans les geôles de Poutine, il n'y a pas si longtemps. Et alors, à l'enterrement, donc il y a eu l'enterrement d'Alexei Navalny, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues, qui ont assisté à cet enterrement. Et Yulia Navalnaya a promis de poursuivre le travail d'Alexei Navalny. Juste un mot pour dire que lors de cet enterrement, ces gens ont bravé finalement le pouvoir russe, le pouvoir de Poutine, parce que plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez vu, vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé autour du décès d'Alexei Navalny? Qu'est-ce que tu en penses, Josiane? Oui, alors j'ai appris, on essaie de tout suivre. Effectivement, je vois la Russie sous un autre jour, parce que quand nous étions étudiants, c'était un pays qu'on admirait. Ben oui, l'URSS, c'était la révolution. Oui, voilà. Donc, je suis étonnée. Mais j'admire le courage de ces gens, parce que il ne doit pas rigoler. À mon avis, le dirigeant actuel, Poutine, les gens sont courageux, parce que là, je n'ai pas l'impression qu'on fait de cadeaux quand on a envie de se débarrasser de vous. Mais la preuve, Navalny, on a tenté de l'empoisonner, il a fini par mourir dans sa prison. Des gens qui étaient dans la manifestation ont été arrêtés, parce que c'est passé. Ils ont été arrêtés. Oui, bien sûr, ils ont été arrêtés. Mais donc toi, tu es arrêté aussi, toi. Bon, moi, ce qui me faisait peur, c'est l'OAS. Ah oui? Ah, ça, alors, physiquement... C'était pendant la guerre d'Algérie. Physiquement, de savoir qu'à n'importe quel coin de rue, en revenant d'un cours, je risquais de ne pas dormir dans mon lit le soir. Mais ça t'est arrivé ou pas? Oui. C'est pour ça que tu disais que tu as vécu la guerre d'Algérie physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... L'OAS ne te prévenait pas, parce que la lutte était en France et en Algérie. Donc, quand on sortait du cours, parce qu'en plus, je suivais l'externat des hôpitaux, c'était tard. Oui. Et je me disais, merde. Vas-y, il est lâché. Tu vois que je n'arrive pas à rentrer chez moi. Ça, sans son cœur. Et une fois, j'ai été suivie par un corps de police. Seule dans la rue, noire, ça c'est vrai que j'ai eu peur. Et une autre fois, on est venu nous dire qu'il y avait une bombe dans une salle. Ça m'est arrivé d'avoir très, très peur, de savoir. Surtout que mes parents n'auraient rien compris du tout, ça c'est vrai, d'avoir peur. Tes parents ne comprenaient pas ton engagement? Non, pas du tout. On s'écrivait, mais ils voulaient me remettre dans le droit chemin. J'entends ce mot-là tellement souvent.
en parlant de l'OJAM, j'entends droit chemin, on s'est fourvoyé. Moi, je ne me suis pas fourvoyée. Hein. On dit ça aujourd'hui? Bon, on ne va pas rentrer dans... Mais non, mais on dit ça? Tu as l'impression qu'on dit ça, toi? Non, non. Non, là, moi j'ai l'impression qu'au contraire, on voit l'OJAM partout, le drapeau d'ailleurs, rouge, vert, noir, qui a été adopté. C'est vrai que ça vous paraît, oui, il y a des personnes qui pensent que peut-être, je ne sais même pas comment dire que c'était, comme mon père l'a dit, un accident. Quoi donc? Le fait que je sois... Vous avez compris. Oui. Il m'a dit, c'est un accident, mais quand tout ça sera fini, j'ai les lettres, hein, j'ai tout, nous avons les documents. Quand tout sera fini, j'aurais aimé que tu retrouves le droit chemin. Ah d'accord. Voilà, Okay. c'est pour ça. Jingle, mot de femme, on continue. Alors, mémoire fraternelle, Arlette, qu'est-ce que tu as appris? Parce que toi, tu n'as pas été au lycée Schellcher. Non, je n'ai pas été enseignante non plus. Mais alors, donc, tu as voulu faire ce livre. C'était quoi le déclic? Le déclic, simplement, s'est produit parce que déjà mon époux était élève et interne au lycée. Oui. On en a toujours parlé. Ouais. Et quand mes filles sont nées, il les a emmenées devant le lycée. Il leur a dit papa était là à l'internat. Et puis chaque fois qu'il passe, il dit passait en voiture, papa était là à l'internat. Donc voilà. Et j'ai toujours voulu comprendre pourquoi il avait cet attachement à ce lycée. Et puis, quelques années après, quand il a été question de démolir le lycée, j'ai encadré un groupe d'ingénieurs territoriaux qui sont venus à la rencontre de Gustavo Torres, l'architecte, pour visiter le lycée, les travaux de démolition. Et on a fait un petit point technique avec les ingénieurs. Et quand ils sont descendus du bus, ils se sont précipités sur les pierres, les murs surtout, avec une émotion qui se dégageait. J'étais surprise. Et il y en a un qui a dit, tu vois, la cour qui est là, joue au football, là il y avait le concierge, là il y avait ceci, là il y avait cela. Il y avait une émotion qui montait. Et là, ça m'a interpellée. J'ai dit à mon époux, mais est-ce qu'il y a eu des écrits sur le lycée Schellcher? Et il m'a dit, il y a eu un seul livre de Tony Delcham, Oui. mais qui est un livre plutôt sur la politique, entre mulâtres, béquets, nègres, le communisme notamment, et un petit peu seulement, très peu sur le lycée. Mais personne n'avait écrit sur ce qui se passait à l'intérieur du lycée. Et dans les familles martiniquaises également, on fait ce rapprochement-là. Et j'ai eu l'idée simplement d'écouter. Donc j'ai commencé un peu avant le Covid, et j'ai eu des contacts vraiment très intéressants. Tu as interviewé combien de personnes? Tu as rencontré combien de personnes? J'ai rencontré plus de 1000 personnes, je crois. Et Wow. j'ai beaucoup d'archives. Et j'ai appris énormément sur la Martinique. J'ai appris beaucoup. Parce qu'en fait, on se rend compte dans les familles martiniquaises, les parents ne savaient pas trop ce qui se passait à l'intérieur du lycée, parce qu'ils ne voyaient pas leur enfant. Oui, les enfants Parce qu'il y avait pas de partaient la transport. semaine. Voilà. Je parle des premières générations, bien entendu. Oui, c'est vrai. Et simplement, ils disaient aux voisins, voisines, à la famille, « Ich-moi, lycée Schellcher ». Ouais. Quand ils avaient dit ça, ils avaient tout dit. Oui. Et j'ai surtout appris que les enseignants de l'époque, notamment les instituteurs, avaient accompagné des générations d'élèves à prendre conscience de ce qu'était la force de l'éducation. 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 Ah oui. Et certains parents disaient sortir du sort. L'éducation permettait de sortir du sort. Oui. Voilà. Des ouvriers agricoles, des marins-pêcheurs, etc., qui avaient plusieurs métiers et qui tiraient la corde vraiment difficilement. Et certains étaient domiciliés au Terre-Saint-Ville. J'ai découvert que dans ce quartier où ma grand-mère avait sa boutique, justement, il y avait des générations d'élèves qui sortaient de communes domiciliés au Terre-Saint-Ville, des enseignants également, énormément de musiciens notamment, et d'écrivains aussi. Un quartier très riche. Et aujourd'hui, on sait qu'il y avait des pensions, des personnes qui avaient des petites pièces, qui louaient ces petites pièces-là pour les élèves du lycée. Voilà. Et oui, le lycée, donc le lycée Schellcher, n'a pas toujours été là où il est actuellement. Il était à Caserne Bouillet. Et puis à Saint-Pierre. À Saint-Pierre d'abord. Après, l'éruption a été démolie. Donc on a rapatrié les élèves sur Fort-de-France, Caserne Bouillet. J'ai connu la Caserne Bouillet, personnellement. J'y ai travaillé à l'époque. On avait des locaux au Conseil général de la Caserne Bouillet. Puis il y a eu un incendie qui a tout démoli. Donc nous sommes partis ailleurs. Et le lycée lui-même, c'est en 1937 qu'il a ouvert ses portes. L'internat, une année après. Et ensuite, il y a eu les logements de fonction qui ont été construits et puis l'installation sportive pour les élèves. Toi, donc, tu n'as pas été au lycée Schellcher, tu nous as dit que tu étais au couvent J'ai Saint-Joseph de passé Cluny. mon bac au lycée Schellcher. C'est vrai? Oui. Et j'ai eu une émotion forte. Décidément, j'ai passé mon temps à avoir des émotions parce que
je ne connaissais pas du tout. Oui. Et je tombe sur une personne qui est encore vivante, donc je ne vais pas la nommer, qui m'interroge l'histoire. Le couvent était très mal vu, hein, je dis ça tout de suite. Et on me pose une question. « Ah, vous venez du couvent ?» Bon, je dis oui. Très bien, on verra ce que vous connaissez. Alors déjà, tu as 17 ans. J'ai un peu mal. Hein, tu te sens mal. La Russie, s'il vous plaît. Comment? La Russie? Oui, parlez-moi de la Russie, enfin tous les... Heureusement que j'avais appris ça. J'ai eu 19, il m'a dit, pour une fille du couvent... Bon. Et l'image que décrit Arlette, cette image du lycée, cette image imposante, le temple du savoir, l'éducation, c'était ça que vous aviez ou de là où tu étais ou pas J'ai eu, comment elle s'appelle, c'était un professeur qui venait du Portugal, il parlait espagnol, ça nous a drôlement aidé parce qu'il arrivait, il parlait espagnol. Et puis, mon Dieu, elles sont sœurs, et il y en a une qui fait de la musique, là. Eda Pierre, la sœur d'Eda Pierre. Eda Pierre, c'est une femme. Oui, c'est la famille Nardal. Nardal. Oui. J'ai eu Paulette Nardal comme prof d'anglais. Mais c'était des... Alors là, je leur rends hommage, elles ne sont plus là pour la plupart, mais des fois, elles nous emmenaient chez elles. Premièrement, en rentrant en classe, elles parlaient anglais. Donc on était obligés de parler. Et elles nous suivaient vraiment. Elles nous suivaient. Donc, oui, on a eu de bons professeurs. Par contre, non, je ne suis pas là pour critiquer. On a eu. Maintenant, l'État donne de l'argent. Oui. Bon, mais donc, du coup, le lycée Schellcher avait quand même cette aura. Non, le lycée Schellcher, en fait, ne m'intéressait pas. Je pensais qu'il était vraiment privé. Alors là, franchement. De ton statut de petite bourgeoise. Oui. Bon. Et alors, donc, tu as interrogé. Donc, ce qui apparaît donc, dans cet ouvrage, c'est vraiment que c'était. Donc, il y a une espèce de rêve de l'éducation. Oui. Et c'est aussi. Donc, tu tisses effectivement, ou bien tu peins une Martinique où il y a des classes sociales différentes, où le lycée vraiment incarne ça, en fait. Oui. Et je dirais, il y a aussi l'aspect des conditions sociales, de l'hygiène aussi. Certains enfants, certains témoins m'ont dit que c'est la première fois pour eux, ils avaient 3 repas par jour. En entrant au lycée à l'internat, et qui dormaient sur un lit. Voilà. Donc c'est une transformation aussi des conditions de vie. Hein. Et quand ils n'avaient pas d'eau au lycée, ils allaient à la Française, l'actuelle Française, la plage, là, se baigner avec les surveillants. Et remonter au lycée avec le sel de mer toute la journée. Et toi, tu as voulu, parce que lycée, quand on dit lycée Schellcher, on parle souvent des illustres, de nos illustres écrivains. Toi, tu as voulu avoir une autre approche. Moi, j'ai voulu parler des illustres inconnus, des petits malheureux de communes qui sont venus et qui ont appris, qui ont travaillé, les meilleurs élèves de leur établissement scolaire, parce qu'à l'époque, il y avait un numerus clausus qui donnait 2-3 enfants seulement par collège pour venir, venir au lycée. Voilà. Et le fait qu'il y ait au départ la maternelle, les enfantines, et ensuite 6e terminale, beaucoup de gens ne le savaient pas. Moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça récemment. Non. Tu ne savais pas qu'il y avait... Non, pas du tout. D'accord. Oui, vas-y. Non, je disais que mon époux il ne parle que de ça. C'est si bien que votre livre l'a intéressé tout de suite. Quand vous avez parlé sur une télé, je ne me souviens pas, hier ou avant. Il a dit « Ah !» Il faut qu'il achète. Est-ce qu'on peut revenir à l'OJAM? Oui, enfin dans la mesure où oui. Alors, revenons à l'OJAM. Donc, il y a les conditions, il y a le contexte, il y a ces affiches qui sont placardées. Tu n'es pas là, tu dis toi en décembre, tu n'es pas là, tu étais en France. Ouais. Mais tu comparais, donc il y a 18 militants de l'OJAM qui sont poursuivis, donc il y a 2 groupes de militants. Il y a ceux qui sont allés, donc qui vont comparaître du 25 novembre au 10 décembre 63 et qui sont transférés à la Maison de la Santé. Donc il y a Henri Armougon, Rodolphe Désiré, Guy Dufont, Hervé Florent, Manfred Lamotte, Victor Lessort, Henri Pied, Roger Riam. Et puis, il y a un autre groupe dont tu es de prévenus libres. Donc, il y a celui qui allait devenir ton époux, donc Georges Aliquer, Guy Anglionin, Charles Davidas, Renaud de Grandmaison, Eusèbe Lordino, Gessner Mancé, Marc Pulvar, Joseph René Corail, Josiane Saint-Louis-Augustin, c'est toi, et Léon Cette-Rose Franchine. Mais tu comparais, là. Tu comparais en novembre-décembre 63. Alors, on va retourner aux femmes. On est une journée de femmes. Oui. Je me souviens quand on a été convoqués à Paris, devant le tribunal. Donc, j'étais la seule femme. Tu es la seule femme.
Mais c'était extraordinaire. Ça, je tiens à dire que tous les étudiants étaient tous, enfin pas tous, mais il y avait beaucoup de monde. Je me souviens d'être rentrée, mais c'est vague, la peur. Je suis rentrée et je me suis assise près des autres. Et un ami me dit, écoute, on a déjà parlé, tu ne dis pas grand-chose, hein, parce que tout le monde voulait me protéger. Alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai parlé. Tu as parlé? Oui, qu'est-ce que tu as dit? Tu te souviens? Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu sais, c'est parti. Oui. Il y avait fais attention, tu ne vas pas parler. Parce qu'ils avaient déjà dit l'essentiel. Oui. Mais comme je suis une femme, hein, Oui. on m'a dit, bon, fais attention. Et puis, ça y est. Et tu as parlé de quoi? Ah ben, de la Martinique, de ce que j'avais vécu et ce qui m'avait amené. Je ne peux pas te dire exactement Oui, parce bien que sûr. c'est parti Voilà, c'était spontané. spontané. Mais parce qu'il y a une chose que je ne dis pas et que beaucoup de ceux qui m'ont interrogé m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, vos amis sont à la prison de Fresnes. Mais vous ne serez pas à la prison de Fresnes. Vous serez à Fleury-Mérogis. Wow. Et je ne sais pas ce qui va vous attendre là, parce que c'est pas tendre. Enfin, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est pression, quoi. Voilà. D'accord. Et en fait, et toi, tu as été incarcérée? Non, Non, je tu n'as ne pas suis été... pas... Non, tu n'as pas été incarcérée. Tout le monde. Alors, la question que tu poses, on me l'a posée des milliers. Oui, oui. Parce que normalement, je ne connaissais pas tous les gens que tu as nommés. Hein. Oui. Je les ai connus après. Oui, oui, mais je ne les connaissais pas. Et c'est nous, enfin, avec d'autres personnes, bien sûr, on a fait partir le mouvement en Martinique. Donc, tout le monde se disait, mais pourquoi ceux qui ont un, pourquoi ne sont-ils pas en prison? On m'a posé la question. Oui, on aurait pu nous mettre en prison, mais il y avait d'autres contextes. On ne va pas rentrer là-dedans. Il y avait le président des États-Unis qu'on venait de... Comment il s'appelle? À l'époque du procès, mais oui, Kennedy, JFK, oui. C'était vraiment C'était un moment... vraiment un moment... incroyable. J'ai l'impression qu'on a bénéficié de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, donc il y avait une armade d'avocats, il y avait 17 avocats pour vous défendre, donc de Martinique, Guadeloupe et Paris. Donc ils ont insisté, donc il y a Marcel Manville. Ah oui, Marcel Manville, c'est mon témoin d'ailleurs. Voilà, Marcel Manville en tête. Et donc ils ont vraiment insisté sur le vide du dossier d'inculpation. Et puis, donc, il y a eu quand même il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées. Oui. Donc 3 ans de prison contre Henri Armougon et Hervé Florent, 2 ans contre Rodolphe Désiré, 18 mois contre Victor Lessort, 1 an contre Manfred Lamotte. C'était vraiment... Et alors, donc, tes parents, là, tu parlais... Alors, je signale une chose que j'ai oublié de dire. Oui. Nous parlons là, mais à l'époque, moi, on ne pouvait... Aucune liberté n'existait. Oui. C'est-à-dire que parler comme ça, tout de suite, quelqu'un vous attend à l'extérieur. Donc, c'était juste ce que je voulais signaler, qu'il n'y avait pas de liberté. Nous parlons comme si c'était comme... Non. Moi, j'avais des livres que je voulais mettre dans ma bibliothèque en arrivant ici. On les a confisqués à l'aéroport, je ne les ai jamais vus. Mais alors, l'OJAM réclame l'indépendance. Alors, l'émancipation, c'est ça le mot d'ordre. Nous voulions la Martinique que alors, c'est valable maintenant. Hein. Bon, mais en fait, on avait mis ce qu'on n'arrive pas à faire maintenant. On était arrivé à le faire. Nous n'étions pas tous sur la même idéologie. Il y en avait parmi nous qui étaient pour l'indépendance, mais il y en avait qui étaient pour l'autonomie. D'accord. Et on s'est mis d'accord sur une plateforme commune. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, pour toi, ce mot d'ordre-là est toujours valable? Mais moi, je dis aux gens que, c'est une impression que j'ai, on refait marche arrière. Tu trouves? Oui. Qu'est-ce que tu en penses là? Non, enfin, je dis, moi, mon vécu, c'est-à-dire que je me demande même quel impact a eu ce mouvement sur la Martinique d'aujourd'hui. Tu trouves qu'il n'y a pas d'impact? Tu as trouvé qu'on régresse, on a régressé? C'est-à-dire que c'est pas dévisu, c'est-à-dire qu'on a arrêté quelque chose. Enfin, moi, j'ai vu que n'oubliez pas, parce que tout est lié. Politique. N'oubliez pas le Bumidum. Oui, c'est vrai, c'est le Bumidum. A été quelque chose qui a... C'est 63, c'est après d'ailleurs. Il y a eu 59, décembre 59, il y a eu le JAM en 62, et juste derrière, il y a eu le Bumidum de 63 à 80. Oui. Tu parlais de ça tout à l'heure, mais pourquoi nos jeunes s'en vont? Parce que
Parce que nous, on signait des trucs et il fallait revenir au moins 5 ans. Oui, nous, oui. c'était de faire partir ce pays, mais nos jeunes, il n'y a rien ici pour eux. Qu'est-ce qu'ils font à part, évidemment, j'ai pas dit qu'il n'y a rien, c'est pas vrai. Je ne dirais pas ça parce que les gens essaient de faire quelque chose. Mais je ne vois pas, c'est-à-dire je ne vois pas de boussole, je ne vois pas où on veut aller. Je dis ça avec mon âge actuel. Je ne vois pas où on va. À l'époque, oui. Non, là maintenant. Non, mais je reviens un petit peu en arrière, juste pour faire le lien. À l'époque, Césaire est venu, il a témoigné à votre procès, au procès d'Ojam. Il a incarné, Césaire, par exemple, une forme de, comment dire, d'idéal martiniquais, autonomiste à l'époque, mais c'était... Bon, enfin, là, Là, je fais de la politique, oui. Oui. Vas-y. Non, je pense que moi, je ne vais pas te... Il y a des questionnements qu'on se pose. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a pas de boussole. Non. Et que, Si voilà. on fait le parallèle avec les Solcher, justement, à l'époque, les jeunes écrivaient des journaux, avec voilà. vraiment mis en place des avions un journaux. journal. La bombe, le lycéen. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à l'époque, ils avaient une conscience politique beaucoup plus poussée. Politique, oui. Peut-être par rapport aux enseignants aussi, qui étaient militants, des militants aussi. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce niveau de réflexion, je dirais, de la part des lycéens. Alors, je la suis. Je ne dis. En fait, la question que je me pose, je suis comme les enfants. Qu'est-ce qu'on appelle le développement d'un pays? Parce que je trouve que, bon, je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, mais le mimétisme. On essaie d'être autre. Quand on parle avec des psychiatres ou des psychanalystes ou bien des gens qui étudient, moi j'ai l'impression qu'on est autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ce qu'on est. Oui, mais en même temps, on est français, Josiane. C'est-à-dire que le mouvement, on est un français, on est européen, on est mondialisé. Parce qu'aujourd'hui, la culture des jeunes, par exemple, aujourd'hui, c'est français, c'est international. Mais attends, et puis il y a peut-être... Non, mais tu n'as pas compte. Mais effectivement, est-ce que... donc tu dis, mais c'était pour rebondir sur ce que tu dis, tu dis, on a régressé. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous étiez peut-être très préoccupés par les aspects politiques. Aujourd'hui, les nouvelles générations, et pas toutes, à mon avis, on ne peut pas généraliser, sont préoccupées peut-être par, effectivement, le travail, ce qu'elles vont pouvoir gagner, parce qu'à l'époque, tu disais que... on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Oui, mais à l'époque, tu disais, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a, par exemple, en termes de boulot. Tu dis que tu es allé chercher du travail. Ah non, moi, je ne connais pas la campagne. Parce que quand j'entends des gens, je suis comme madame, hein, quand j'entends Arlette, quand je t'entends, je me dis que je ne connais pas la Martinique. J'ai connu la Martinique à la campagne au moment de l'Ojam. Mais il y a des choses qui se passent qui rappellent un peu ce que mes grands-parents, tout ça, ont connu. C'est-à-dire, il y a des classes. Effectivement, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, qui voyagent. Mais on n'a pas obtenu ce qu'on... Mais on peut ne pas être indépendant. Attends, on peut ne pas être indépendant, dépendre, enfin, collaborer. Enfin, c'est mon âge. Oui, bien sûr. Collaborer avec un grand pays. Nous sommes mondiaux maintenant avec les réseaux sociaux, tu parles tout. Oui, voilà. Bon. Mais avoir sa propre personnalité, discuter, tu vois. Et on a perdu ça. On a perdu ça. Tu en penses pas? Enfin, je ne sais pas. Moi, j'enseigne à l'université et je trouve les étudiants très timorés. Oui. Ils sont pas prêts à faire la révolution, je dirais, pour aller vite. Tandis que quand je lis les témoignages des anciens du lycée Solcher, ils étaient dans un mouvement permanent de découverte, de recherche, de lecture, justement. Ils lisaient Fanon, ils lisaient Césaire, ils avaient un niveau de réflexion, je dirais. Aujourd'hui, les étudiants se contentent d'avoir des flashs sur leur téléphone portable. Ils ne vont pas au fond des choses, ils n'analysent pas. C'est ça, moi. Voilà. Mais c'était la rapidité. Oui, mais c'était aussi un autre contexte. Il n'y avait pas autant d'informations d'ailleurs qui venaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux qui vous abreuvent, qui vous bombardent, qui vous overdosent d'informations. Et puis le contexte politique était différent. Ton époque, c'était la guerre d'Algérie, les décolonisations. Après, moi, même quand j'étais à la fac, on était encore avec le mur de Berlin. Il est tombé en 89. Aujourd'hui, on a l'impression que il y a de nouveaux équilibres géostratégiques, géopolitiques, mais c'est peut-être pas les mêmes, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression, pour certains, que le libéralisme a gagné. Aujourd'hui, peut-être que ces jeunes-là sont dans cette mouvance-là. Peut-être, ils sont peut-être résignés. Attention au micro, Josiane. Ils sont peut-être résignés. En fait. Je parlais dernièrement avec une de mes petites filles qui, quand même, elle est au lycée Solcher, justement. Et elle me disait, tu sais, il faudrait peut-être qu'il y ait une coupure de génération. Oui. Il y a une coupure. Je lui parle, elle entend ce que je dis, même si elle n'est pas d'accord, j'entends ce qu'elle dit. Et elle me dit, ce serait bien
que vous nous demandiez, je ne sais pas comment vous faites quand vous parlez à des gens plus jeunes, que vous nous demandiez comment on voit les choses. Ah. Et ça parce que je parle avec tout le monde et les gens vous font avancer, en fait. Et comment elle voit les choses? Elle te dit? Quand tu lui dis ça, parce que tu dois lui dire ça, ta petite fille. Je lui parle, mais elle est... C'est-à-dire, elle a son propre... Oui, elle parle, elle discute. Bon, elle comprend ce que je lui dis, mais elle me dit ce que tu as dit. Elle me dit que les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est devenu moins important pour eux. Mais on ne sait pas. Ah, oui. Parce que n'oublie pas. Parce que, mais non, mais pourquoi? Mais non, mais je me pose des questions. Oui, tu sais, je suis comme un enfant. Mais oui, mais pourquoi les gens ont tellement besoin de, je dirais, de se saouler dans tous les sens, hein? De se saouler aussi bien physiquement? Il y a une raison. Pourquoi les gens deviennent si violents? Pourquoi? Et en se posant toutes ces questions-là, je me dis, donc on n'est pas... Parce que bientôt, nous ne serons que des robots. Vous entendez quand même, si je suis à mon âge, j'entends l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, c'est le transhumanisme. Je voyais hier qu'il y aura bientôt des appareils où il y aura, vous êtes là, on n'a pas besoin, et donc. Vous avez vos machins, vous suivez, vous n'avez pas besoin de moi. Oui. Vous voyez? Moi, ce que je leur dis, puisqu'elles sont deux et on parle beaucoup tout le temps, je leur dis, écoutez, moi, j'ai mon smartphone, c'est intéressant. C'est intéressant, ça porte du plus, je ne peux pas dire non. Mais quand on vous donne une nouvelle, j'aurais aimé qu'on dissèque les nouvelles. C'est ce que tu dis, voilà. Mais On ça s'apprend, mais ça, faut peut-être réapprendre aux jeunes. Ça faut peut-être réapprendre aux jeunes, tu vois. Par exemple, distinguer, moi qui suis journaliste, distinguer ce qui est une vraie information de ce qui n'en est pas, ça doit s'apprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde où il faut accéder à ça. Mais revenons sur l'identité. Parce que ce dont tu parles, toi, c'est de l'identité. C'est-à-dire, on est mondialisé, mais qui est-on si on ne sait pas qui on est, quoi? Et toi, tu as l'impression que de ce point de vue-là, on a fait un petit... alors, moi, je trouve que depuis... Non, alors, je dirais, il y avait un retour en arrière, mais je vois des choses qui apparaissent. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'avoir chez moi un professeur d'un lycée. On ne nomme pas, puisque... Et elle me dit, je suis venue vous voir parce qu'on est des derniers survivants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et nous ne sommes plus nombreux à être là. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit, figurez-vous que mes élèves, et c'est là, ça vient de... Mes élèves ont vu sur les pylônes du pont qui les emmène vers le diamant, je ne sais pas trop où, le drapeau rouge, vert, noir. C'est quoi? Je suis venue vous demander, c'est quoi? Donc, on a parlé de ça, et de là, elle m'a dit, je ne savais pas, non. Et je vois que, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que j'ai aussi mon opinion, ce drapeau sort un peu partout. Mais, mais il faut savoir pourquoi. Enfin, je veux dire, un drapeau, enfin, pour moi, c'est important, ce drapeau. Donc, pas dans n'importe quelle condition. Pas... Mais il est désormais le drapeau de la Martinique, hein? C'est le drapeau de la Martinique, le rouge, vert, noir. Oui, je sais. Oui. Je le sais. Mais bon, ça te paraît bizarre? Non, pas du tout. Bon, il y a eu des conditions, il y a eu... Est-ce que c'est le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je me pose des questions. D'accord. Moi, je pense qu'il y a une souffrance aussi dans la jeunesse. Voilà. Dans la jeunesse, oui. Et peut-être pour ça qu'ils sont... Ils veulent s'accrocher à quelque chose. Et il manque de repères aussi. Oui. Et je pense que, ça participe aussi de ce mal-être. Parce qu'il y a eu, si tu veux, tu as prononcé le mot, il y a un problème de transgénération, il y a un problème de dialogue transgénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se voit, et merci vraiment d'être là, on se voit, tu parles, tu vois, bon, peut-être que tu parles à ta petite fille, mais au niveau global martiniquais, il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas ce pont. Il n'y a pas ce pont, c'est difficile, c'est difficile. Simplement, on nous dit, comme si, bon, c'est des choses... Mais, comme je dis, nous portons sur notre dos notre enfance et nos expériences. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que tout est perdu, attention, mais ça sera un travail lent. Mais moi, j'ai été surprise, j'ai été invitée dans un lycée professionnel, lycée de Batelière, des élèves de terminale Bac Pro Commerce qui m'ont invitée par rapport à Vinivande, sur le commerce de proximité. Oui. Et donc, j'ai fait une conférence avec eux. J'ai fait une conférence dynamique pour qu'ils puissent accrocher aussi à mon discours. À mon grand étonnement, ils m'ont écouté, m'ont posé beaucoup de questions. Et je suis partie après la conférence. Et 2 mois après,
le professeur qui m'a invité me rappelle et me dit, vous avez une surprise, venez tel jour à telle heure. Alors je me présente au lycée et là, j'ai ouvert la salle et j'ai trouvé la boutique reconstituée dans une salle, entièrement. Ils avaient travaillé sur mon livre, mon ouvrage, mais moi je m'attendais à ce qu'ils choisissent plutôt le commerce en ligne. Voilà. Parce qu'ils avaient aussi cette possibilité aussi. Et les lycéens m'ont accueilli et ils m'ont dit « Ah non, madame, on a lu votre livre, on a compris les valeurs qui se dégagent de la boutique, le lien social que l'on crée. » Ils avaient mis une table des dominos, ils avaient vraiment reconstitué l'intégralité et ils m'ont dit « On a préféré travailler sur la boutique en temps longtemps parce qu'on estime que maintenant, il faut revenir justement au commerce de proximité. » Oui. Et ils trouvaient que les grandes surfaces étaient impersonnelles. Oui. Alors, je dis juste une chose qui me préoccupe, puisque moi j'apprends aussi, mais à mon âge j'apprends. Tant que nous ne connaîtrons pas l'histoire de ce pays, toutes les décisions qu'on prend, ce sera à côté. Ok. Oui, parce que par mon mari qui a travaillé sur la généalogie et l'histoire des noms, je sais que mon nom n'était pas mon nom. D'accord. Voilà. Mais tu sais, tu me donnes l'occasion de faire la transition avant la conclusion, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu peux... C'est le moment où on parle d'un homme. De quel homme tu veux parler? Ben, j'en ai deux. Je t'en prie. Il y a celui c'est-à-dire il y a mon mari, mais il y a mon fils. Oui. Parce que bien que nous soyons de générations différentes, bien que c'est vrai que l'on est vraiment de générations différentes, c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Oui. Alors évidemment, je ne parle pas de ma fille puisqu'elle n'est pas là, mais c'est étonnant. Et moi, les hommes, alors je vais vous choquer, j'ai rencontré des hommes extraordinaires. Pourquoi tu nous choques Je ne sais pas moi, parce que quand je nous dis aussi, ça, on a rencontré l'extraordinaire. Non, attends, j'ai pas dit. Attention, Mais nous aussi, attention. on a rencontré l'extraordinaire. J'ai pas dit que non, mais tu ne sais pas. Je rigole. J'étais toujours. Alors quand j'ai dit ça une fois à ma petite fille il y a longtemps, je lui dis, tu sais, j'ai honte de dire que c'est rare que j'ai eu de gros problèmes avec des hommes parce que j'avais une telle personnalité que je n'ai pas eu de... Par exemple, je me suis opposée à mon père de manière, tu sais, mais vraiment, c'était 18 ans, je ne le ferais pas. Donc c'est sans injurier ça, non. Mais c'est quand même, j'ai rencontré des gens à qui on peut dire non. Voilà. Donc des fois, je suis un petit peu mal à l'aise quand je parle de ça. Voilà. Okay. L'homme dont tu voudrais parler? Moi, j'aurais fait un petit clin d'œil à Pierrot Petit, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a été un témoin dans ce livre. Et quand je l'ai appelé, je voulais faire un entretien par téléphone, parce qu'on était au début du Covid, et il m'a dit non, tu viens à la maison, tu passes la journée avec moi. J'ai beaucoup à dire. Et je suis montée au Monde Rouge, effectivement, et j'ai passé une journée extraordinaire avec lui. Et j'ai mieux compris la personne qu'il était. Sa mère avait une boutique aussi, donc on avait un lien particulier. Il avait lu mon premier livre, Vinivant, et il m'a dit c'est moi qui ai dû écrire ce livre. Parce que maman avait une boutique, voilà. Alors, on a beaucoup échangé sur le lycée. Et il m'a raconté une chose vraiment que tout le monde connaît à Martinique, la difficulté pour les étudiants de rentrer. Ils ne rentraient pas. Oui. Il a fait médecine, donc il a resté 12 ans dans l'Hexagone, sans rentrer. Et il m'a dit qu'il a écrit chaque semaine, il écrivait à sa maman, chaque semaine. Et quand il est rentré à Martinique, après 12 ans, sa maman avait les paquets de lettres qu'elle avait bien attachés, qu'elle avait conservés. Et il m'a dit aussi pourquoi il est devenu médecin. Simplement parce qu'il a rencontré à Monde Rouge une dame qui a été blessée par son époux, qui saignait abondamment. Et tout le monde courait partout chercher le médecin. Il n'y a pas de médecin au Monde Rouge. Le médecin est venu à cheval de Saint-Pierre. Et on a pu soigner la dame et la sauver. Et à un moment, le médecin a demandé qui va me payer à la foule qui était autour. Et quelqu'un est apparu et a dit moi, je vais payer. Quelqu'un qui avait des moyens. Voilà. Et il a trouvé ça fort. Il s'est dit ah non, je serai le prochain médecin du Monde Rouge. Il n'avait que 11 ans à l'époque. Wow. Voilà. Ah oui. C'est... Pardon? Non, je lui dis que je l'écoute avec attention parce que ça me rappelle des trucs aussi. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin.
Le mot de la femme, pour dire que c'est presque fini. Le mot de la fin, ce serait quoi? Donc, lycée Schellcher, mémoire fraternelle ou toute autre chose, Arlette? Moi, j'ai envie de dire aux femmes simplement, écrivez. Prenez votre plume, écrivez, osez écrire. Vous avez des choses à dire, allez-y. Il y a trop de femmes qui gardent tout à l'intérieur, qui ont de belles histoires à raconter, et il faut qu'on puisse donner à voir ce qu'une femme peut produire. Voilà. Le mot de la fin, ce serait quoi, Josiane? Je voudrais qu'on trouve enfin ce qu'on veut. Collectivement? Oui, oui, que ce pays trouve la voie qu'il veut prendre. C'est toi, ton vœu, et toi pour toi, ce serait quoi cette voie? Je voudrais qu'on retrouve notre vraie identité avant de prendre des décisions. Je n'ai pas dit je ne veux haïr personne, mais qu'on trouve la vraie identité. Et les professeurs d'histoire ont une place pour moi importante en ce moment. D'accord. Merci, Josiane, d'être venue, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci de nous avoir fait partager un petit peu de ce que tu as vécu. Il y aurait tellement à dire. Je pense que ça va donner des idées à Arlette. Là. Arlette est en train de te regarder. Prochain, c'est... Attends-toi à la recevoir, à mon avis. Et merci Arlette d'avoir accepté de participer à cette émission. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, nous, on enregistre le 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes. Et le combat continue. Il y a des choses, voilà. Il faut qu'on continue à avancer vers cette égalité. Merci, mesdames. Merci à vous. Je vous retrouve avec forme, avec tout autant de plaisir et des femmes extraordinaires et inspirantes sur Zitata, mardi à 20h05. Bye bye. Bye bye. Femme. 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 Femme, 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 femme.